La parole est à Madame Sandrine Josso pour le groupe démocrate. Bonjour et bienvenue dans les grands débats. Rappelez-vous, nous sommes le 16 janvier 2024. Ce jour-là, dans l'hémicycle, Sandrine Josso fait son grand retour après 2 mois d'absence. La députée MoDem de Loire-Atlantique est ovationnée par ses collègues de tous bords politiques. Elle qui accuse un sénateur de l'avoir droguée à son insu. Chers collègues, c'est avec beaucoup d'émotion que je reviens parmi vous aujourd'hui. Je tiens à tous vous remercier pour votre soutien et particulièrement vous, Madame la Présidente. Le 14 novembre dernier, je suis allée chez un ami, le cœur léger, pour fêter sa réélection. J'en suis ressortie terrorisée. J'ai découvert un agresseur. Je comprends alors que j'ai été droguée à mon insu. C'est ce qu'on appelle la soumission chimique. Pendant 1 heure, nous allons revenir sur ce fléau de société. Comment a-t-il été traité par les députés dans l'hémicycle, mais également sur le terrain? Et pour la première fois, ce terme « soumission chimique » qui résonne dans les murs de l'Assemblée. Ces violences sont devenues à la fois des questions d'ordre public, de santé, de justice et d'éducation. Alors, Madame la Ministre, que répondez-vous à leur cri du cœur? Seriez-vous d'accord pour mettre les moyens de l'État au service du combat contre ce phénomène? Pour mieux le cerner et enfin trouver le moyen de sortir toutes les victimes de l'oubli. Je compte sur vous. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci beaucoup. La parole est à Madame Aurore Bergé, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre la discrimination. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, et permettez-moi de vous dire, chère Sandrine, merci. Merci pour votre courage d'abord, le courage de vous lever dans cet hémicycle et le courage de parler, le courage de témoigner et de vous exposer, le courage surtout de faire de ce combat non pas juste le vôtre, mais celui qui doit être celui de toute notre société, car c'est désormais un combat dont vous vous êtes emparés et un combat dont vous voyez que l'ensemble de cet hémicycle s'est emparé. Les droits des femmes, vous le savez, nous le savons, méritent des combattants et des combattantes. Je crois que vous êtes résolument une de ces combattantes. La question que vous soulevez de la soumission chimique est un sujet qui ne mérite nulle polémique, mais qui mérite une mobilisation de la société tout entière. Pendant trop longtemps, nous avons cru que la soumission chimique, c'était uniquement ce qui pouvait arriver au détour d'une soirée. C'était du GHB versé dans un verre. Ce que vous avez traversé, ce que Caroline Darian, au travers de sa mère, a traversé, c'est que ça peut arriver dans la plus parfaite intimité. Ça peut être un compagnon, ça peut être un conjoint, ça peut être un parent, ça peut être prétendument un ami. La loi a changé. La loi a changé, le garde des Sceaux en est le garant, de manière à ce que justement, évidemment, toutes les victimes soient considérées, car depuis la loi de 2018, c'est bien un fait aggravant pour la question du viol et c'est même devenu un délit à part entière. Mais oui, nous devons aller plus loin. Aller plus loin pour mobiliser l'ensemble de la société, aller plus loin pour mieux former, aller plus loin pour mieux accompagner les victimes, parce que nous le savons, les dégâts qui existent, psychologiques notamment, peuvent perdurer des semaines, des mois, voire des années après, au travers de l'amnésie et de l'amnésie traumatique. Pendant trop longtemps, nous n'avons pas écouté les femmes lorsqu'elles parlaient. Aujourd'hui, la société les écoute. Non seulement nous les écoutons, mais nous leur disons que nous les croyons et que nous sommes à leur côté.
Alors c'est d'abord le combat d'une députée, celui de Sandrine Josso, mais c'est également le début d'une mission gouvernementale. Objectif, analyser l'ampleur de ce phénomène. La mission est confiée à 2 parlementaires, la sénatrice Véronique Guillotin et la députée Sandrine Josso. Moi, c'est la première fois que je vis une violence sexuelle. C'est la première fois de ma vie. En novembre 2023, Sandrine Josso a été victime de soumission chimique, droguée à son insu par un ami sénateur qu'elle connaissait depuis 10 ans. Je pense qu'on s'en remet jamais totalement, en vrai. Ça apporte une vraie... comment on peut dire? Ça nous apporte une tristesse, quelque part en nous. Des fois, je suis mais en vrac total. Donc des fois, j'ai des matinées, quand j'apprends certaines choses, etc., je suis épuisée. Donc je dois me reposer après un petit temps. Après, je recommence, je remonte sur le ring. Mais c'est épuisant, mais c'est inimaginable. On peut aller chercher justement quelque chose avec ces douleurs-là. Ça peut se transformer en action. La députée a très vite médiatisé son affaire et en a fait un combat politique. Je le fais pour les victimes parce que, comme je suis députée, je me dois, en cohérence avec la représentation que je porte, dire les choses pour ces personnes qui ne peuvent peut-être pas aussi facilement que moi avoir une tribune. De victime, elle est devenue actrice et s'investit dans une mission gouvernementale, stoppée net par la dissolution, mais aujourd'hui relancée. Pour moi, la soumission chimique, c'est en même temps un empoisonnement et un crime prémédité. Enfin, c'est quand même, je pense, une des formes de violence sexuelle les plus, je ne sais pas comment vous dire, mais les plus pernicieuses en vrai. Quand, avec la sénatrice, on a commencé nos auditions, on a réfléchi à savoir par quoi on commence. Et toutes les deux, on a été d'accord sur le fait qu'on devait commencer avec des victimes. Dans ce livre blanc, la députée compile des centaines de témoignages de victimes qu'elle reçoit chaque jour. Je n'ai plus que ma robe et mes chaussures, mes autres affaires sont trempées, je m'enfuis, ma culotte et mes collants à la main. J'ai jamais vécu un moment aussi angoissant de ma vie. C'est plein de détails, quoi. Moi, c'est comme si j'avais levé un voile, quoi. Je me dis, mais il y a tout ça, quoi. Toutes les victimes, je pense, doivent être recensées. Il faut qu'on aille, on fasse des choses pour faciliter le recensement des victimes, qu'elles veuillent porter plainte ou pas. Un livre blanc, des premières auditions et puis toutes ces questions. Ce phénomène de soumission chimique est-il sous-estimé? Comment améliorer la prévention, l'information du public? Le procès pénal est-il à revoir? Mais à peine commencé, la mission confiée par le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, s'arrête net. La dissolution met en stand-by tous travaux parlementaires. Nouvelle élection législative, Sandrine Josso est alors réélue députée. La nouvelle législature démarre et la députée demande alors au gouvernement de Michel Barnier de relancer la mission sur la lutte contre la soumission chimique. Monsieur le Premier ministre, dès votre nomination, nous vous avons écrit pour que cette mission soit reconduite immédiatement. Nous le devons pour toutes les victimes de ce pays qui ont vu, comme moi, leur vie basculer après avoir été droguées à leur insu. Pour que cesse enfin ce crime parfait qui ravage, anéantit et détruit la vie de milliers de Françaises et de Français. Monsieur le Premier ministre, le monde nous regarde et la France se doit d'être exemplaire. Il faut que la honte change de camp. Elle le pourra si et seulement si on comprend enfin la douleur des victimes et si on aide tous les professionnels qui les accompagnent pour leur reconnaissance et leur reconstruction. Pour qu'on puisse entendre partout « Victimes, on vous croit »,
pour que les victimes ne soient plus seules, pour que la société tout entière fasse bloc contre ces crimes, il est urgent d'agir. Relançons ensemble cette mission. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. Merci beaucoup. La parole est à Madame Salima Assa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sandrine Josso. Merci pour votre engagement contre les violences faites aux femmes et plus particulièrement contre le danger que représente la soumission chimique. Vous avez transformé avec un courage rare votre vécu en force d'action. La lutte contre les violences sexuelles et sexistes a été érigée en priorité par le Premier ministre Michel Barnier dans sa déclaration de politique générale. Il a ainsi posé comme ligne rouge de son gouvernement, je cite ces mots, « Il n'y aura aucune tolérance à l'égard des violences faites aux femmes ». C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a décidé de vous nommer à nouveau parlementaire en mission sur la lutte contre la soumission chimique comme violences faites aux femmes, de même que la sénatrice Véronique Guillotin, qui travaille avec vous sur le sujet. Je salue cette décision qui était nécessaire et très attendue. Elle vous permettra d'achever la mission que vous avez confiée Gabriel Attal le 8 avril dernier. Comme vous, je suis convaincue qu'il faut accélérer pour protéger les femmes, les enfants et les hommes de ces abus. Ils peuvent être aussi concernés le cercle familial, comme le montraient les viols de Mazan. Je serai très attentive aux recommandations que vous proposerez. Nous en avons déjà évoqué certaines, comme le kit du lendemain, permettant aux victimes d'agir rapidement pour leur sécurité. La violence de la soumission chimique peut frapper dans n'importe quel contexte. Elle fait très peur à nos jeunes filles qui parfois ne se sentent pas en sécurité lors de leur sortie. Je salue le courage de celles qui témoignent et qui s'engagent pour sensibiliser sur ce sujet, et notamment Caroline Darian, la fille de Gisèle Pellicot, qui a créé l'association M'endors pas. J'ai pu la rencontrer à vos côtés pour échanger sur les solutions à apporter maintenant et pas dans un an. C'est le sens de la cellule d'urgence que nous mettons en place avec Paul Christophe, ministre des Solidarités, ainsi qu'avec l'ensemble de mes collègues, tout particulièrement le garde des Sceaux. Je vous remercie, Madame la Ministre. Je vous remercie. Merci à vous. Les deux parlementaires ont donc 6 mois pour remettre leur rapport et faire des préconisations au gouvernement. Une mission qui tombe au même moment qu'un procès au retentissement mondial, celui des viols de Mazan et de Gisèle Pellicot. Que ce procès, ça va faire avancer les choses. Parce que vous vous rendez compte, tout ce dont on parle. C'est assez choquant comme histoire. C'est pas aux femmes de faire attention de laisser leur verre, c'est aux hommes de pas mettre de la drogue dans les verres des femmes. Quand on est victime, on est un peu mise de côté, on ne nous croit pas, enfin c'est un peu la honte entre guillemets. Et qu'il ne faudrait pas, en fait, il faudrait en parler et assumer pleinement que c'est pas normal. Sandrine Josso, députée de la 7e circonscription de Loire-Atlantique. Nous sommes ici au Palais de justice d'Avignon où a lieu un procès hors norme dont l'objet est la soumission chimique. Une femme, Gisèle Pellicot, a été droguée à son insu par son mari. C'est un procès que je viens observer parce que j'ai un combat aujourd'hui qui est la soumission chimique, étant donné que j'ai déjà été moi-même victime et à la tête d'une mission gouvernementale sur le sujet. Ce vendredi-là, Sandrine Josso est venue soutenir Caroline Darian, la fille de Gisèle Pellicot, lors de son témoignage. Et elle est aussi revenue, Caroline Darian, sur la révélation qui la concerne. Plusieurs photos d'elle, des photos prises à son insu. Elle comprend et alors elle est persuadée, elle aussi, d'avoir été droguée. Bon, je suis là. Ouais, je sais. Hein,
Allez. Les deux femmes, unies par le même combat, sont devenues très proches. La députée est la marraine de l'association créée par Caroline Darian. Celle-ci a décidé de garder le silence le temps du procès. Et c'est Sandrine Josso qui prend son relais face à la presse ou au public. Juste un peu de votre statut. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas organiser, et qui pourrait le faire, je ne sais pas, mais un rassemblement de femmes, parce que moi je suis puissante, je suis petite, mais je suis quand même concernée. Bien sûr, on est peut-être très... mes petites filles, peut-être demain, après nous toutes, on a tous un point commun avec elles, nous sommes toutes des femmes, quoi. Voilà. C'est quelque part un cas d'étude. À plein d'endroits, je peux aujourd'hui, en venant ici, rencontrer des personnes, des experts, mais aussi des avocats, des associations. Un procès historique qui lève un tabou sur ces violences sexuelles. Vous êtes avec moi dans la salle d'audience et c'est intéressant de se rendre compte à quel point c'est important de briser le silence. On a toujours entendu des victimes et les professionnels du droit, avocats comme magistrats, évoquer le huis clos comme étant dans l'intérêt de la victime. Et c'est intéressant aujourd'hui qu'on écoute la parole des personnes victimes de ce procès et qui disent que dans leur intérêt, cette audience doit être publique. La levée du huis clos permet aussi à la Cour, mais aussi à la France entière, de voir que finalement, on est capable de parler de certains sujets qu'aujourd'hui, il va falloir mûrir, c'est-à-dire parler de la sexualité, de choses très intimes de la femme, de ce qui se passe pendant les viols. Donc là, on brise le silence à plein d'endroits. Alors comment libérer la parole des victimes? Selon les derniers chiffres, 2000 personnes ont porté plainte pour soumission chimique en 2022, un chiffre en hausse de 69% par rapport à l'année précédente. Mais avant même l'enquête judiciaire, une course contre la montre s'enclenche pour obtenir des preuves. À l'hôpital de Nantes, il existe un parcours pour accueillir les victimes de soumission chimique. Et vous, donc, c'est combien par jour de femmes que vous voyez? Soumission chimique, alors on sait qu'à peu près on envoie, on va dire, je sais pour les agressions sexuelles, on envoie à peu près une quinzaine par an. Elles ont un trou noir, elles ne savent pas ce qui s'est passé, elles se posent plein de questions, elles ont des éléments où elles se disent, là je ne reconnais pas les lieux, mes habits ne sont pas les miens, je me suis retrouvé dans une tenue, voilà, donc là vraiment c'est le trou noir. Et là effectivement tous les indicateurs sont là pour dire que c'est la soumission chimique. Il y a eu une agression sexuelle. Bonjour madame. La patiente est d'abord entendue et examinée médicalement. Le temps est compté, les traces des drogues s'estompent au bout de 8 heures. Là c'est la salle de consultation. On est des médecins, on ne juge pas, on essaye de la réinvestir dans le fait que on est là pour elle, qu'il faut qu'elle raconte ce qu'elle a éventuellement subi, ce qu'elle pense avoir eu comme coups et blessures, comme violences, comme sévices, éventuellement de nature sexuelle, pour essayer effectivement de lui faire comprendre qu'on est là pour elle, pour déterminer effectivement qu'elle a été sous l'objet d'une soumission chimique, qu'elle a été victime d'agression, qu'elle a subi des violences, éventuellement sexuelles, dans le but effectivement de recueillir des éléments de preuve. Les échantillons biologiques, l'urine et le sang de la patiente vont ensuite être analysés ici, au service toxicologique de l'hôpital. Alcool, médicaments ou encore drogue vont être recherchés avec un matériel performant dont s'est doté le CHU. En fait, on ne peut pas faire des examens comme ça de sang n'importe où. Ici, on est au CHU de Nantes, donc tout est concentré. Mais si vous êtes ailleurs, en pleine campagne, très loin du CHU de Nantes, vous avez très peu de chances d'accéder à des preuves comme ici, finalement. Exactement, c'est beaucoup plus difficile pour les victimes de pouvoir effectivement faire l'objet d'investigations pour mettre à jour des preuves. Les analyses sont gardées sous scellé durant 3 mois, un temps qui peut s'avérer précieux.
On a vu qu'on peut conserver des scellés, donc ça c'est aussi très rassurant. Donc ça permet aussi d'avoir une souplesse et de prendre en compte finalement le temps de la victime. Il faut que par exemple tous les commissariats soient mieux coordonnés avec les travaux qui sont faits dans les CHU pour faire en sorte qu'on puisse avoir des preuves quand les victimes souhaitent porter plainte. 3 soumissions chimiques sur 4 sont aujourd'hui dues à des anxiolytiques et autres médicaments que l'on peut trouver dans nos armoires à pharmacie. Pour permettre une meilleure information au public et une détection plus accessible, la députée souhaiterait mettre à contribution les pharmaciens. Ça va et vous? Ça va bien. Ça va, super. J'ai besoin d'avoir vos retours sur plusieurs sujets. Est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit, par exemple comme dans une pharmacie, une possibilité de créer en fait ce qui serait comme un kit du lendemain, donc que vous pourriez avoir à disposition? Sandrine Josso propose que ces kits soient en vente dans toutes les pharmacies et remboursés. À l'intérieur, des tests urinaires qui faciliteraient le parcours de la victime, mais aussi des numéros d'urgence pour mieux les accompagner psychologiquement. Ce kit du lendemain, c'est quelque chose qui est intéressant aussi par rapport à ce que vous savez faire, parce que vous faites quand même énormément de prévention dans votre métier. Bien sûr. Ce kit est une très bonne idée. Il s'inscrit d'autant plus dans nos missions de pharmacien. Vous avez dit premier secours. Dans nos nouvelles missions de pharmacien, on est surtout un premier recours. C'est vrai que vous êtes partout et vous êtes même ouvert le dimanche. Il y a toujours des pharmacies de garde. Ce qu'on va faire concrètement dans la continuité de notre mission, c'est auditionner donc tous les pharmaciens pour voir où on en est, est-ce qu'il y a des difficultés, comment y remédier, et puis voilà, travailler avec vous qui au quotidien en fait pourriez aussi bien être des vigies par rapport au détournement du médicament, et aussi des personnes ressources. Lorsque une personne a une suspicion de soumission chimique, une victime arrive, vous puissiez lui proposer le kit du lendemain. Après 6 mois d'audition, des dizaines de déplacements, l'heure est à la remise du rapport. Nous sommes au mois de mai, en délégation des droits des femmes. Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence aujourd'hui ainsi que pour l'engagement exemplaire dont vous avez fait preuve tout au long de cette mission gouvernementale consacrée à la soumission chimique. Vous avez su traiter avec rigueur, sensibilité et hauteur de vue un sujet encore trop souvent relégué dans l'ombre du débat public. Votre rapport, d'une grande qualité tant sur le fond que sur la forme, constitue une contribution précieuse, lucide et courageuse. La soumission chimique n'est pas un phénomène résiduel, ni nouveau. Vous le rappelez dans votre rapport, la première occurrence clinique qui décrit l'usage de la soumission chimique remonte à 1982. C'est une méthode de domination utilisée pour contrôler le corps des femmes, qui représente 82% des victimes, les faire taire, effacer leur volonté et leur consentement. Le procès des 51 violeurs de Gisèle Pelicot a marqué une étape importante en mettant en lumière les spécificités de cette violence caractérisée par l'oubli des victimes et qui en fait les proies parfaites. Si ce procès a bouleversé l'opinion publique, c'est aussi parce qu'il a été celui de la culture du viol, dont la soumission chimique est un des outils. Les chiffres issus de l'enquête du CUEPA pour l'année 2022 sont sans appel. Après évaluation des cas, 1229 agressions facilitées par les substances ont été retenues dans l'enquête. Cela représente une hausse de plus de 69% par rapport à l'année précédente. Si cette progression est alarmante, elle témoigne aussi d'une prise de conscience croissante. Elle établit avec clarté que la soumission chimique constitue un enjeu de santé publique de première importance, touchant de manière préoccupante à l'intégrité des personnes et aux droits fondamentaux des femmes et des enfants. Ce phénomène appelle une prise en charge structurée et cohérente de la part des pouvoirs publics à la hauteur des défis qu'il soulève. Parler de soumission chimique, c'est aussi rappeler une réalité souvent ignorée. Les violences sexuelles ne sont que rarement commises par des inconnus.
La drogue du violeur, que nous connaissons toutes et tous, administrée par un inconnu en boîte de nuit ou soirée privée, n'est en réalité que la face cachée de l'iceberg. Dans 82% des cas, le danger réside le plus souvent dans la sphère intime, au sein du couple, de la famille ou amicale. Aborder cette question, c'est donc aussi lever le silence sur les violences conjugales et incestueuses. Il est également essentiel de rappeler que la grande majorité des victimes sont des femmes et des enfants qui, pour ces derniers, sont trop souvent les grands oubliés de la soumission chimique, comme vous le rappelez dans votre rapport, chers collègues. Par ailleurs, nous nous sommes battus, ici même, au sein de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, pour faire évoluer la définition pénale du viol et y intégrer la notion de consentement, notamment à partir du rapport de notre présidente, Véronique Rioton, dont j'excuse la présence aujourd'hui, et notre vice-présidente Marie-Charlotte Garin. Cette proposition de loi, adoptée le 1er avril dernier, constitue une avancée majeure pour mieux protéger les victimes de violences sexuelles, y compris de soumission chimique. Vous formulez, mesdames, chers collègues, 50 recommandations dans votre rapport, dont 15 prioritaires pour lesquelles vous demandez une mise en œuvre courant de l'année 2025. Vous avez évidemment notre soutien plein et entier. Les membres de la délégation aux droits des femmes sont à votre disposition pour en assurer la mise en œuvre effective. Et avant de vous laisser présenter les conclusions de votre rapport, j'aimerais vous poser, à partir des échanges que nous avons pu avoir avec notre présidente Véronique Rioton, quelques questions pour nourrir notre échange. D'abord, le gouvernement avait annoncé l'expérimentation du remboursement par l'assurance maladie de kits individuels permettant de détecter une soumission chimique dans plusieurs départements. Pourriez-vous nous éclairer sur l'état d'avancement de cette mesure dont vous préconisez la généralisation via le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2026 ? Par ailleurs, je me réjouis également que vous insistiez sur la nécessité de renforcer les moyens de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les établissements scolaires du premier et second degré. Nous ne cessons de le répéter, l'éducation est l'une des clés du changement. En outre, les données actuelles révèlent des défaillances dans les détections précoces de ces violences. Quelles recommandations formulez-vous pour renforcer la formation des professionnels de santé et améliorer le repérage des cas de soumission chimique? Enfin, quelles sont les adaptations spécifiques du cadre juridique actuel que vous proposez afin de mieux protéger les victimes et de faciliter les poursuites judiciaires? L'introduction de la notion de contrôle coercitif, notamment, peut-elle être une piste? Chers collègues, je vous remercie, Madame la députée, Madame la sénatrice, pour ce rapport important, très important, qui contribue à notre prise de conscience collective. Vous donnez à voir, à comprendre et surtout à agir. Je vous laisse désormais nous présenter les conclusions de votre travail, puis nous passerons aux échanges avec nos collègues ici présents et dont je remercie la présence. Je vous remercie. La première recommandation concerne la grande campagne nationale annuelle de sensibilisation à la lutte contre la soumission chimique. Elle se fera en partenariat avec l'association M'endors pas, stop à la soumission chimique. Je salue d'ailleurs la fondatrice et la présidente de cette association qui est Caroline Darian, la fille de Gisèle Pellicot. Également, cette grande campagne sera menée avec le Centre de référence des agressions facilitées par les substances, le CRAFS. Hier, Madame la ministre Berger a insisté également pour faire en sorte que cette campagne soit savamment pilotée par la MIPROF, qui est donc cet organisme qui s'occupe de la formation sur le sujet de toutes les formes de violences sexuelles. Dans le même objectif, nous demandons une conférence annuelle relative à la lutte contre les violences, intégrant les faits croissants de soumission chimique et de vulnérabilité chimique. Pour un petit rappel, dans chaque territoire, les préfets pilotent ce qu'on appelle donc, le CLAV, qui est en fait une sorte d'organisation qui permet de faire un point régulièrement sur le territoire et de coordonner les actions concernant tout ce qui concerne les victimes. Également, nous proposons en recommandation numéro 3 le prélèvement. Alors ça, c'est vraiment un point capital. Évidemment, quand les faits ont été commis, l'urgence absolue, c'est le prélèvement de sang, d'urine, et plus tard, si
le contre-la-montre est dépassé des cheveux. Il s'agit de détecter le plus rapidement possible dans les heures qui suivent. Alors, il n'y a pas de kit de détection possible en vente libre, par exemple en pharmacie, mais uniquement des kits de prélèvement. La toxicologie est vraiment une science de pointe et il faut à cet effet en fait vraiment avoir la certification que les analyses seront faites par un laboratoire référencé avec une capacité aussi d'interprétation avec un médecin toxicologue. J'insiste donc que la priorité des priorités, ce sont les prélèvements partout sur le territoire. Chaque professionnel doit avoir les bons réflexes pour ne pas faire perdre de chance à la victime, même lorsque la soumission chimique a lieu dans les heures profondes ou le week-end dans un territoire éloigné d'un CHU. Elle doit pouvoir donc faire effectuer des prélèvements, On doit pouvoir faire effectuer des prélèvements car c'est la seule preuve irréfutable et on peut être accompagné à ce moment-là sur le territoire d'infirmières qui sont dans un protocole de coordination nationale avec toutes les parties prenantes, les pharmaciens également, les médecins, les laboratoires. Ce protocole, il est en cours d'écriture. D'ailleurs, dans ce rapport, on a mis en place un groupe de travail pluridisciplinaire pour ce faire. Et une partie de cette écriture figure dans le rapport. La mission recommande également l'automatisation officielle du centre de référence des agressions facilitées par les substances, sous forme d'unités fonctionnelles ou de services hospitaliers comme structure nationale d'information et de coordination auprès des victimes et des professionnels. Des moyens humains et matériels et financiers lui seront attribués en conséquence. Également, la généralisation sur tout le territoire de l'expérimentation de la prise en charge des prélèvements sanguins, urinaires et capillaires sans dépôt de plainte. Il faut agir dès le prochain projet de loi de finances de sécurité sociale pour le 1er janvier 2026. La mission recommande également d'intégrer au code pénal la circonstance aggravante pour la victime en cas, par exemple, d'état d'ivresse ou sous l'emprise de produits stupéfiants. Pour les infractions de viol, d'agression sexuelle, par exemple, sur ces personnes particulièrement vulnérables. En fait, il faut renverser la responsabilité. Une personne, par exemple un agresseur, qui s'attaque à une victime en sachant qu'elle est déjà en vulnérabilité, doit malheureusement se rendre compte très rapidement qu'il faut qu'il arrête en fait de mettre en place ses habitudes, parce que souvent ce qui se passe, c'est que on accuse la victime d'avoir trop bu. Et effectivement, le plus important, c'est de comprendre que c'est surtout une opportunité pour l'agresseur d'agresser cette personne. La mission recommande également les renforcements des moyens. Les professionnels font un travail formidable, mais à moyens constants, avec des demandes croissantes. Si l'on veut des preuves irréfutables et certifiées, et aussi indiscutable à l'occasion par exemple d'un procès, il faut renforcer les moyens partout sur le territoire des unités médico-judiciaires. Dernière chose, nous avons dans cette mission mis en place un groupe de travail de victimes expertes qui nous ont aidés aussi à formuler certaines recommandations. J'ai rencontré comme ma collègue Véronique, énormément de victimes. Elles ont témoigné lors d'auditions et elles ont accepté de participer sur le long cours aux avancées de ce rapport. Je tiens bien sûr sincèrement à les remercier et j'étudie actuellement une proposition sur le fait que par exemple ces victimes expertes pourraient intégrer ces groupes pilotés par les préfets sur les territoires, ces fameux CLAV, pour apporter en fait leur expérience et finalement pouvoir un peu transformer ce qu'elles ont vécu et donner aux autres le moyen de s'en sortir. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Mesdames les rapporteurs, chers collègues, au nom du groupe Ensemble pour la République, je tiens à saluer l'engagement et la rigueur avec lequel vous avez mené ce travail. Ce rapport est bouleversant. Il met des mots sur une violence qui agit dans l'ombre, vous l'avez dit.
Une violence invisible, silencieuse, mais terriblement destructrice, celle de la soumission chimique. Derrière chaque chiffre, derrière chacune de vos recommandations, il y a une vie. Une femme qui se réveille sans souvenir, une jeune fille qui doute d'elle-même, une victime qui, faute de preuves, ne sera jamais crue. C'est elle que nous devons entendre aujourd'hui grâce à vos travaux. La soumission chimique, ainsi que la vulnérabilité chimique, sont des réalités encore trop méconnues et pourtant en constante progression, vous l'avez rappelé. Le fait que ces violences soient souvent indétectables, qu'elles laissent peu ou pas de traces, ne les rend pas moins destructrices. Pire encore, elles prospèrent sur le silence, la honte et le sentiment d'impunité. Je me félicite des recommandations, des 50 recommandations que vous avez formulées, et notamment des 15 priorités à mettre en œuvre pour 2025. Ces mesures vont dans le bon sens et rejoignent pleinement nos engagements pour une République plus protectrice des femmes. Il nous appartient maintenant de faire vivre ce rapport par des actes et de garantir que chaque victime soit reconnue, protégée et accompagnée. Aussi, il est de notre devoir de faire en sorte qu'il ne reste pas lettre morte. Vous pourrez compter sur notre soutien. Et puis, à titre personnel et au nom de mon groupe, évidemment, nous sommes aux côtés de Sandrine Josso dans son combat depuis le début. Et vous pourrez compter sur nous jusqu'au bout pour vous accompagner. Je crois qu'il faut qu'on arrive à un autre moment qui sera très important, qui sera celui des moyens pour appliquer ces recommandations. Donc j'accentue mes questions là-dessus. Ce rapport intervient, votre présentation intervient à un moment singulier, doublement singulier. Aujourd'hui, Gérard Depardieu a été condamné. Une part du verdict est historique parce qu'elle prend en compte la dimension de la victimisation secondaire, puisque Gérard Depardieu est condamné à 1 000 € pour chacune des plaignantes du fait qu'il y a eu des propos particulièrement stigmatisants, dénigrants, violents lors de la défense. Et on sait que cette victimisation secondaire, elle n'a pas lieu qu'au moment du procès. On l'a vu au moment du procès Pellico, mais elle a lieu aussi dans toutes les étapes. Et donc, je voulais vous demander peut-être ce focus spécifique sur le type de victimisation secondaire dont peuvent être victimes les victimes de violences sexuelles par la soumission chimique, qui, là encore, peuvent donner lieu à des réactions spécifiques, désobligeantes, culpabilisantes. Quels sont vos constats et quelles sont aussi vos recommandations, y compris en termes de financement pour la formation de tous les personnels qui vont être confrontés qui vont rencontrer ces victimes. Et puis à cette question de la formation des personnels de justice et de police s'ajoute celle des personnels de santé. Vous l'avez dit, en fait, les 10 ans d'errance d'errance médicale de Gisèle Pellico nous ont tous saisis. Nous nous sommes tous demandé comment c'était possible, en fait, qu'autant de rendez-vous médicaux aient lieu sans que personne ne se pose cette question. Et puis, on se pose aussi, du coup, la question, évidemment, derrière le remboursement du coût causé par les analyses toxicologiques, de l'information. Et donc, pour cela, il faut des personnels, encore une fois, de santé qui soient formés pour informer les victimes sur la possibilité de faire ces tests et pour toutes les démarches à suivre. Et donc, là encore, à combien chiffrez-vous ces besoins? Parce que je pense que nous aurons besoin ensuite, au moment du budget de financement de la sécurité sociale et du budget général de l'État, d'avoir des chiffres pour que ces recommandations elles soient réellement appliquées. Je vous remercie. Je me souviens vraiment du début où on s'est mis d'accord rapidement pour dire que la première des tables rondes devait être la table ronde des victimes, parce que ce rapport, il est fait avec elles, mais pour elles. Et c'est vraiment cette première table ronde qui nous a permis de tirer un peu les fils des différentes pistes à explorer pour tenter, en tout cas, d'apporter des réponses et d'améliorer le dépistage, le suivi et la prise en charge des victimes. Alors, comme l'a dit Sandrine, c'est un rapport qui déploie une 50 recommandations, dont 15 prioritaires dont on appelle le gouvernement à les mettre en place le plus rapidement possible, courant 2025, et dont une partie d'entre elles dans le PLFSS pour 2026. Globalement, il s'articule autour de quelques axes. Mieux définir la soumission chimique, parce qu'on parle bien de quelque chose quand on met les mots qui vont bien et lorsque l'on a bien défini. Donc c'est cette définition du code pénal de la soumission chimique. Et puis reconnaître la vulnérabilité chimique comme une circonstance aggravante. Cela a été dit, c'est peut-être aussi un angle mort qu'il y avait dans le code pénal jusqu'aujourd'hui. Le deuxième axe était de prendre en charge les victimes dans leur globalité en encourageant le dépôt de plainte
et surtout en améliorant l'accueil des victimes lorsqu'elles vont auprès des professionnels de premier recours, que ce soit les professionnels de santé, mais que ce soit également les professionnels police ou gendarmerie. Et puis en sécurisant ce que l'on a appelé régulièrement une course contre la montre du recueil des preuves qui est éminemment important, central et qui est décisif pour une suite judiciaire possible et pénale possible, parce que les preuves sont, comme vous le savez, très, très labiles et disparaissent rapidement. Et enfin, un dernier axe, c'était de développer la recherche, mais j'y reviendrai, et de lutter contre la cybercriminalité, parce que le procès Mazan nous a bien montré qu'il y avait à travers cette organisation malsaine vraiment un rôle majeur des réseaux sociaux. Alors, étant moi-même médecin généraliste, je m'attacherai plus particulièrement au volet médical de ce rapport, au demeurant central, car dans le cas de la soumission chimique et de la vulnérabilité chimique, et dans l'affaire Pellico, l'affaire du viol de Mazan, on s'est vraiment aperçu qu'après l'effet de sidération qu'il a engendré, à titre personnel, mais je crois que l'ensemble de la communauté médicale l'a fait, moi je me suis très vite interrogée sur les 10 années, c'est ce qui m'a choquée peut-être dès le départ, les 10 années d'errance médicale qu'a dû traverser la victime. Alors je me suis demandé si la possibilité d'évoquer, ou en tant que professionnel de santé, de penser à la possibilité que son mari drogue la patiente que j'aurais eue devant moi me serait venue à l'esprit en toute sincérité et vraiment avec une grande humilité. La réponse est clairement non. Donc je me suis vraiment interrogée et effectivement c'est un pan, c'est un diagnostic, c'est en tout cas une sensibilisation qu'on n'avait pas, et il nous est rapidement apparu essentiel en fait de réparer cette problématique et de créer un référentiel unique dans un format court et à la fois très lisible pour une détection immédiate. Alors je m'explique, l'explication, enfin en tout cas la proposition concrète, c'est effectivement de permettre et de demander la publication dès 2025. Alors on a sollicité, enfin en tout cas on a insisté auprès du ministre de la Santé pour la date du 25 novembre 2025, qui est la date de la lutte contre les violences faites aux femmes, en se disant que ce serait qu'un beau signal que ce référentiel HAS puisse être publié à cette date-là, chose qu'il a écrit en gros sur sa pochette. Bon voilà, j'espère que en tout cas ça va l'interpeller, mais je pense qu'il a été assez sensible à l'argument. Et l'idée, c'est effectivement pour tous les professionnels de santé de pouvoir améliorer le dépistage, l'orientation des patientes et puis l'accompagnement des victimes de soumission chimique et de vulnérabilité chimique. Alors ces recommandations spécifiquement destinées aux professionnels de santé permettront de clarifier un parcours de prise en charge qui est aujourd'hui peu lisible, mais je dirais même peu connu en fait des professionnels de santé. Et c'est la date du 25 novembre. Voilà. Donc plus généralement, la question de la formation nous est apparue centrale, réclamée par les professionnels d'ailleurs, alors notamment celle des soignants qui constituent une première ligne souvent pour les victimes. Un besoin récurrent a été formulé pour chaque structure auditionnée d'être formée sur la soumission chimique et la vulnérabilité chimique. Aussi, nous formulons plusieurs recommandations dans ce sens. La première est que dès la 2e année des études de santé, une sensibilisation à la soumission chimique dans le cadre du service sanitaire puisse être réalisée. Un service sanitaire qui dure 6 semaines, qui est réalisé par chaque étudiant en santé. Donc il y a les étudiants en médecine, pharmacie, maïeutique, massokinésithérapie, odontologie, les infirmiers, les étudiants en soins infirmiers. Donc c'est une formation qui permettra de couvrir une très grande partie des futurs soignants de premier recours et pas exclusivement des professionnels médicaux. Elle sera également utile pour prévenir les phénomènes de vulnérabilité chimique dans un milieu festif, étudiant, connu pour ses comportements à risque. Et c'est également un point d'attention qui nous a été relevé régulièrement par les doyens de faculté que nous avons auditionnés. En fait, 54% des femmes dans le milieu médical, 54% des femmes actives, donc qui travaillent, déclarent avoir été victimes de violences sexistes et sexuelles, notamment avec leurs propres collègues. Or, cette atmosphère a des conséquences immédiates pour les professionnels de santé qui sont bien évidemment des victimes, mais c'est également
une vraie problématique pour la qualité de la prise en charge, parce que lorsque l'on a été victime, c'est peut-être plus compliqué, plus difficile de prendre en charge des patientes et des victimes également. Donc voilà, on pense que c'est quand même un sujet important. La deuxième recommandation sur la formation, c'est qu'on puisse continuer cette formation continue en 6e année d'études médicales, plus particulièrement dans le domaine de la pharmacologie, sur l'apprentissage ou en tout cas la sensibilisation des usages détournés des psychotropes et des médicaments. On voit bien que la soumission chimique n'est pas que le GHB, ça a bien été dit, c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg. C'est très souvent des médicaments de la pharmacie, de notre propre pharmacie, des antihistaminiques, des psychotropes, le petit hypnotique du soir, enfin voilà. Et donc il est aujourd'hui important de travailler et de sensibiliser tous les professionnels de santé sur ces usages détournés. On a également surtout pas laissé de côté la formation continue à travers des diplômes universitaires ou des MOOC qui commencent déjà d'ailleurs à émerger sous l'impulsion d'initiatives locales. Certaines universités les déploient déjà. L'idée générale, en fait, est que chaque soignant puisse avoir à l'esprit l'hypothèse d'une soumission chimique tant que ce diagnostic n'a pas été définitivement écarté. En matière de santé, quand on a un patient devant soi qui présente des symptômes, on a effectivement un panel de diagnostics qui s'offre à nous et que l'on connaît, avec des diagnostics un peu rares et un peu isolés. Et je crois que ce qui a en fait empêché Gisèle Pellicot d'être repérée au bon moment, c'est qu'à aucun moment ce diagnostic de soumission chimique ou de vulnérabilité chimique, mais notamment de soumission chimique, est intervenu en se disant tiens, quand même c'est curieux, certes ça peut être un trouble cognitif, certes ça peut être un problème, il y avait des problèmes gynéco également, mais dans ce cas-là où on n'arrive pas vraiment à identifier les choses, soyons alertés, il y a peut-être un problème de soumission chimique, surtout que le mari en fait était présent en fait à chaque consultation, et là aussi ça doit pouvoir interpeller, mais encore faut-il que les professionnels soient formés, sensibilisés. Donc, mais la question, bien sûr, de tous les professionnels en contact des victimes est cruciale. Donc, je ne reviendrai pas en détail sur chaque proposition du rapport, mais il va falloir collectivement prendre ce sujet à bras-le-corps pour améliorer concrètement l'accueil et l'accompagnement des victimes. Alors, je parle notamment des professionnels, les forces de l'ordre, les procureurs, les juges, avec des sensibilisations pour chaque corps de métier, une sensibilisation spécifique à la soumission chimique. Pour en revenir aux médecins, il y a une recommandation qui est également faite dans ce rapport, c'est d'élargir la levée, c'est la deuxième recommandation d'ailleurs du rapport, c'est d'élargir la levée du secret médical en cas de soumission chimique, que la soumission chimique soit un motif de plus de pouvoir lever le secret médical. Pour protéger bien évidemment les professionnels et pour protéger les patientes ou les patients, victimes et victimes, qui, pour un moment d'altération du discernement ou par peur, ne porteraient pas plainte ou auraient des difficultés à le faire. Donc, c'est bien évidemment les inciter, mais pouvoir aussi permettre une levée du secret médical pour pouvoir faire avancer des affaires quelquefois très complexes. Alors, Sandrine a évoqué la question majeure et sensible du recueil de preuves, donc je ne reviendrai pas... Je reviendrai pas sur le sujet, mais on a une petite maxime qui nous dit que effectivement la soumission chimique est le crime parfait puisque les preuves disparaissent très très rapidement, sauf qu'avec un tel rapport, on espère que le réflexe du recueil de preuves puisse faire que ces traces deviennent en fait le pire ennemi des agresseurs. Lors de la première table ronde, je vous l'ai dit, qui est consacrée aux victimes, également il y a un sujet qui est également revenu très régulièrement, c'est bien sûr la question du coût des analyses qui a été posée et qui demeure un frein puisque globalement, je parle peut-être sous contrôle, on est autour de 1 200 € pour les recueils de preuves qui n'étaient pas, avant le dépôt de plainte, qui n'étaient pas remboursés. Donc l'expérimentation et la demande de généralisation de cette expérimentation doit être effectivement, et on l'appuiera je pense du côté des deux chambres, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, pour qu'effectivement ce remboursement puisse être effectif et passer dans le droit commun dès janvier 2026. Enfin, une recommandation importante qui est sur la recherche. Alors, avec des axes différents de la recherche. Une recherche, bien sûr, en matière de galénique et de toxicologie. On comprend bien les raisons, le médicament, son détournement, le type de pouvoir
mettre dans le médicament, ou en tout cas en matière de galénique, des produits amers, des produits colorés, enfin des choses pour que le détournement de ces médicaments puisse être le plus faible possible. Des recherches bien évidemment en santé sexuelle, indispensables pour mieux comprendre la survenue et le développement des violences et pour construire un parcours de soins afin de les enrayer. Et puis également des recherches cliniques sur le psychotrauma, qui est une facette vraiment majeure de la prise en charge des victimes liées, des victimes liées aux violences sexuelles, mais ça pourrait être élargi effectivement à d'autres violences, pour laquelle nous souhaitons, et c'est dans une recommandation bien précise, créer un appel à projet spécifique dans le cadre de France 2030 qui mentionnerait explicitement dans cet appel à projet les situations de soumission chimique. Voilà, et je conclurai sur quelque chose, moi, qui me tient à cœur, mais je crois que dans cette délégation qui ne peut que résonner, c'est effectivement avoir un axe important sur la prévention. Et notre mission recommande qu'elle se fasse dès le plus jeune âge, avec l'éducation à la vie affective. Et nous recommandons et nous demandons un renforcement des moyens au bénéfice des enseignants pour pouvoir accentuer cette sensibilisation dès le plus jeune âge, le respect, le consentement, l'égalité entre les hommes et les femmes, enfin les petites filles et les petits garçons, le genre et le non-genré. Voilà, que chacun puisse effectivement trouver sa place, que l'on puisse également ouvrir des espaces de dialogue avec les enfants, espaces de dialogue qui vont permettre effectivement de, peut-être dans des milieux où on ne parle pas beaucoup, dans des milieux familiaux où il y a des sujets tabous, peut-être pouvoir amener une connaissance aux enfants, une sensibilisation, mais également peut-être de libérer la parole de certains enfants dans les classes. On sait qu'il y a au moins 2 enfants par classe qui sont victimes de violences, et pouvoir également leur libérer la parole, parce qu'on est persuadé, ça a été d'ailleurs clairement par différentes études mis à jour, des jeunes sensibilisés, ce sont des agressions en moins. Donc c'est un vrai coup positif pour la société, pour les enfants globalement, également pour, bien sûr, il y a un coût économique derrière que l'on ne peut pas nier. Voilà, donc si je me suis particulièrement attardée sur le milieu de la santé, c'est pour rappeler un peu que cette introspection que je me suis faite, je pense que tout le monde doit se la faire, sur cette invisibilité du phénomène qui a existé trop longtemps. Et pendant des décennies, je crois que ce procès Mazan, en tout cas aujourd'hui, et le courage de Gisèle Pellicot, que nous avons tous salué régulièrement, en fait nous oblige à agir et nous oblige à ne plus jamais laisser retomber, en tout cas, cette grande cause et ce combat, afin de protéger l'ensemble des victimes. Donc j'aurai moi un seul mot, c'est passer à la mobilisation collective, mais c'est pas ici qu'on va convaincre les uns et les autres, mais en tout cas on aura besoin effectivement de tout le monde, l'Assemblée nationale, le Sénat, les associations, vous parlementaires, et puis bien évidemment le gouvernement auquel nous adressons ce rapport, mais qui, comme tu l'as dit Sandrine, je crois qu'on les a sentis bien mobilisés, bien à l'écoute, et je crois que tu as posé une question avec une réponse très positive, peut-être de la ministre Aurore Bergé. Voilà, merci. Ce jour-là, les conclusions du rapport retentissent également dans l'hémicycle. Madame la députée Sandrine Josso, permettez-moi au nom de l'ensemble du gouvernement, mais je pense au nom de l'ensemble des parlementaires, vous saluer pour le courage personnel qui a été le vôtre et qui est toujours le vôtre, pour l'engagement que vous avez mis, pour non seulement alerter les consciences, dénoncer, dire et faire en sorte que plus aucune femme, plus aucun homme dans notre pays ait à subir ce que vous avez eu à subir. Parce que grâce à vous, grâce aussi au travail de Madame la sénatrice Véronique Guillotin, le rapport que vous nous avez remis est un rapport sur lequel le gouvernement va évidemment pouvoir s'appuyer. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez dit, les auteurs qui utilisent les soumissions chimiques pensent que c'est un crime qui peut être un crime parfait. Celui qui empêche la victime de dire, de refuser, de crier, de consentir, celui qui annihile, celui qui est supposé ne pas laisser de traces. Mais ces traces, elles existent à partir du moment où nous savons les déceler, à partir du moment où nous savons recueillir les preuves. Alors nous allons former, et former massivement les professionnels de santé, notamment en lien avec le ministre de la Santé, Yannick Neuder, qui était à mes côtés hier pour recevoir le rapport. Nous allons alerter.
parce que j'appartiens à une génération où on a dit que les soumissions chimiques, c'était peut-être éventuellement la mauvaise rencontre dans une soirée, parce qu'on n'avait pas envie de voir que la soumission chimique, ça pouvait être à l'intérieur même de nos entourages, de nos familles. Et c'est ce qui a explosé au visage des Français pendant les viols de Mazan, c'est que les prédateurs, malheureusement, ils n'ont pas un visage type, comme les victimes n'ont pas un visage type. Et donc, nous allons alerter l'ensemble de la société sur les risques pour aussi qu'il y ait des alliés dans la société et donc mobiliser une grande campagne nationale, comme vous l'appelez de vos voeux. Et oui, nous allons enfin travailler, comme nous l'avons fait, je crois, avec courage, sur la question des violences intrafamiliales, sur la possibilité éventuelle de lever la question du secret médical à partir du moment où cela permettrait de protéger les victimes. Merci à vous et sachez que le gouvernement est et sera au rendez-vous. Nous n'avons pas le droit de vous décevoir. La lutte contre la soumission chimique aura été l'un des faits de société les plus marquants cette saison. C'est la fin de ce numéro des grands débats. Très bel été et à bientôt sur la chaîne parlementaire.